Les imbéciles ne changent pas, tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. Les Angolais brûlent l'Angola. Chers téléspectateurs du magazine Africa Fiesta, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, sur mon plateau, de recevoir un grand homme. J'aime un grand. Il a fait beaucoup de choses dans sa jeunesse. Et aujourd'hui, il est dans la politique. Il s'agit bien d'un fils du pays, d'un grand pays, la République centrafricaine. Il s'appelle M. Bida Koya-Bwele. Il est dans l'industrie. Bon, je ne vais pas faire beaucoup de présentations, il est là lui-même. Monsieur Bida Koya-Bwele, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas comment voudriez-vous être présenté au public. Je voudrais me présenter comme un humble paysan centrafricain. Comme un humble paysan centrafricain. Simple. Simple. Un paysan d'Afrique, un paysan de Centrafrique. Ok. Donc il est humble, simple paysan du Centrafrique. Monsieur le Président, si je peux me permettre, l'information, l'actualité oblige. Nous ne sommes pas ignorants de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec des multiples attentats en Europe, précisément à Paris. En Afrique, il y a le Cameroun, il y a le Mali, il y a le Nigeria. La Centrafrique aussi, et puis le Congo par des viols, et Congo-Kinshasa. Donc, dans tout ça, quelle est votre façon de voir la chose? Je pense aujourd'hui qu'il y a des fléaux qui affectent le monde. Il y a un grand fléau aujourd'hui et je pense que à l'heure où nous parlons, nous sommes affectés par ce qui s'est passé il y a quelque temps en Europe. Nous sommes aujourd'hui en Belgique où la Belgique est quasiment en état d'alerte et on vit une situation quasiment entre guillemets apocalyptique. Vous avez l'armée partout dans les rues. Mais en Centrafrique et dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est une situation que nous vivons depuis longtemps. Nous avons une horde de bandits, de criminels, de voyous au service du diable qui tuent, pillent, violent, massacrent. Mais dans les conditions, je dirais inhumaines. Je me demande si on a affaire à des êtres humains. Et en Afrique, cela fait quasiment plusieurs années que nous sommes par cette situation, par ce fléau. Et aujourd'hui, ce fléau touche l'Europe et d'autres continents, bien sûr, mais nous sommes les plus affectés. Et il y a en Orient aussi, parce qu'ils s'en prennent aussi aux musulmans de la région du Moyen-Orient. Ils massacrent tous ceux qui ne veulent pas, je dirais, adhérer ou embrasser leur cause. Donc c'est un problème, c'est un fléau mondial aujourd'hui qui pose un problème de sécurité et qu'il nous faut, nous responsables, humanistes, qu'il nous faut régler par les moyens qui s'imposent. En tant qu'homme politique, comment définissez-vous l'Afrique aujourd'hui? L'Afrique, contrairement à ce que beaucoup pourraient laisser entendre, que l'Afrique est synonyme de misère, synonyme
Bien au contraire, l'Afrique est synonyme d'espoir. C'est une réserve d'espoir pour le monde, une réserve d'innovation, une réserve de progrès, de progrès social, de progrès économique, de progrès scientifique, technique, dans tous les sens du terme. Il est vrai que ce vivier, tout ce potentiel dont regorge l'Afrique, que ce soit en termes sur le plan humain, sur le plan minier et à d'autres niveaux, mais c'est surtout ce potentiel humain ne demande qu'à être mis en valeur par les Africains eux-mêmes. Et c'est là tout l'enjeu, tout le challenge. Et bien sûr, pour pouvoir, je dirais, honorer cette grande ambition que de pouvoir révéler ce génie africain et ce potentiel africain, afin qu'il puisse, je dirais, éclairer le monde et, je dirais, initier une nouvelle dynamique au niveau du monde. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes affectés par ces fléaux d'ordre sécuritaire que nous devons régler et que nous avons réglé, comme je dirais, par les moyens qui s'imposent. Je fais allusion à ces mouvements djihadistes, entre autres, mais aussi d'autres fléaux qui affectent, comme Boko Haram, oui, comme la Séléka en République centrafricaine, qui est associée au mouvement Janjaweed. Il y a ce fléau et qui est entretenu par des intérêts et certaines puissances, entre guillemets, occultes. Et donc, mais malheureusement, après, bon, on se rend compte que ce fléau qui est entretenu par certains s'inscrit dans une logique un peu d'effet boomerang. Bon, ça c'est une autre question. Aujourd'hui, il nous faut régler ce problème en Afrique, parce que si nous ne le réglons pas, l'Afrique peut être autant une bombe en termes de développement, mais qui est peut-être aussi une bombe démographique, une bombe sécuritaire. Si rien n'est fait pour que l'Afrique et les Africains soient heureux chez eux, ils iront chercher le bonheur ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous voyons des frères, même du Congo et d'ailleurs, même d'Afrique du Sud, de prendre le risque de traverser pour le moins dans des conditions précaires la Méditerranée. Mais croyez-moi, ils seront en mesure de faire preuve d'assez d'ingéniosité pour pouvoir traverser dans des bateaux. Aujourd'hui, ils traversent dans des bateaux de fortune. Mais croyez-moi que demain, ils trouveront le moyen de traverser dans de très bonnes conditions et personne ne pourra les arrêter. Le but n'est pas que nos frères puissent aller, ils ne veulent pas en fait aller vivre en Europe, sont contraints d'y aller, eu égard au fait qu'une certaine instabilité est entretenue chez eux, ils ne sont pas en sécurité chez eux, que ce soit sur le plan de la sécurité physique, même la sécurité alimentaire, alors qu'ils ont tout, ils ne demandent qu'à être chez eux, à être heureux chez eux. Et c'est pour ça que nous initions cette révolution Tibamengo, qui veut dire en Sango comme en Lingala, révolution du bonheur. Nous nous battons pour le bonheur du peuple d'Afrique en Afrique. Nous partons du principe que nous avons le droit d'être heureux chez nous et que partant de ce principe-là, nous devons nous battre pour réunir les conditions pour être heureux chez nous, dans cette Afrique qui est un paradis. Et c'est pour cela que cette Afrique fait le berceau de l'humanité. Merci, Monsieur le Président. En fait, c'était juste une introduction pour parler, mais aujourd'hui, on va parler plus des Centrafrique, et surtout que bientôt il y a des élections. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est l'état de lieu actuel de la République centrafricaine? La situation est chaotique. Il y a un chaos qui est entretenu par la France. Il faut qu'on se dise aujourd'hui, le problème de la Centrafrique depuis l'avènement de la colonisation, c'est la France. Cela fait 120 ans que nous vivons sous la férule de ce système colonial et néocolonial aujourd'hui qui a pour but d'exploiter nos ressources, d'exploiter les populations, et ceci au détriment de notre bonheur. La Centrafrique est un paradis, Dieu nous a tout donné. Et aujourd'hui, certains estiment que ces ressources que Dieu nous a données doivent profiter aux futures générations françaises. Et ceci au détriment de nous-mêmes. Non, je pense que les choses changent, le monde change, les choses évoluent. Il y a un temps pour tout et une fin pour tout. Il y a une fin pour l'esclavage, il y a une fin pour la colonisation dans une certaine mesure, et il y aura une fin, il y a une fin pour le néocolonialisme. Nous avons le droit tout simplement d'être heureux chez nous. Cela renvoie à un certain nombre de principes de liberté, de dignité, de respect
et je dirais, de vivre ensemble. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'on puisse nous diviser. Avant, nous diviser sur des bases ethniques, sur des bases, maintenant c'est sur des bases religieuses. Non, nous voulons vivre en paix, en sécurité, chez nous, et nous épanouir et profiter de nos ressources que Dieu a bien voulu mettre à notre disposition. On est prêt à partager ces ressources avec d'autres qui pourront en avoir besoin, à commencer par nos frères d'Afrique. Mais que ceux qui en ont besoin nous le demandent aussi gentiment, qui négocient en partenariat. Aujourd'hui, certains estiment que nos ressources leur sont dues. Alors ce serait plutôt le contraire, on pourrait même parler de dette coloniale. Mais ceci étant, partant de ce principe-là, je pense que certains en ont assez fait. Et aujourd'hui, il est temps pour nous d'être heureux chez nous. Nous avons besoin d'être en paix, d'être en sécurité, d'offrir la sécurité à tous. Nous avons besoin que nos enfants puissent aller dans de bonnes conditions à l'école, que l'école soit gratuite et accessible à tout le monde, une école de qualité, comme j'ai pu voir. Président, on va revenir sur ça, et très bientôt, il y aura des élections. C'est quand? Bon, on veut organiser les élections au mois de décembre. On veut précipiter les élections pour pouvoir imposer le candidat de la France, mais qui malheureusement, comme on le sait très bien, parce que aujourd'hui la population des paysans ont compris et sont conscients du fait que les djihadistes qui ont été amenés sur le territoire centrafricain, qui entretiennent le chaos, ont le soutien indirect de Paris pour des raisons que nous connaissons. Il est question de nous diviser pour mieux régner, pour mieux exploiter nos ressources par derrière. Le problème il est simple en Centrafrique. Les Chinois ont découvert du pétrole, un des plus grands gisements de pétrole en Afrique, et aujourd'hui ce pétrole offre, je dirais, des coûts de production qui sont très limités. On a des coûts de production qui tournent autour de 13 $ le baril, avec un potentiel de 50 milliards de barils. Cela veut donc dire qu'aujourd'hui, le pétrole centrafricain est le pétrole le moins cher qu'il soit en termes de coûts de production. Ce qui offre, je dirais, représente des enjeux majeurs. Mais nous disons ceci, nous avons tellement souffert depuis 120 ans sous la férule de la colonisation qu'il est temps pour nous d'être heureux et de profiter de nos ressources et de mettre l'exploitation de ces ressources au profit du bonheur, non pas seulement du peuple centrafricain, mais de l'Afrique. Parce qu'on nous a laissé entendre qu'il y avait beaucoup de pétrole. Certains sont même venus me voir pour me dire qu'il y avait trop de pétrole pour nous, parce que nous sommes que 4,5 millions d'habitants pour le moment. 4,5 millions, pourquoi? Parce qu'à l'avènement de la colonisation, nous étions 12 millions. Et il y a eu, je dirais, un génocide qui a été perpétré à l'encontre des populations qui résistaient et qui ne voulaient pas effectivement continuer d'être exploitées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré plus de 60% de la population. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous nous retrouvons à 5 millions. Mais nous disons ceci, même s'il y en a trop pour nous, il y en a assez pour l'Afrique. Et donc cette ressource doit être mise au profit de l'Afrique et du peuple africain pour son bonheur. C'est pour ça que nous parlons de révolution Timbouamengo. C'est là justifié d'autant plus que les Centrafrique aussi est au centre de l'Afrique. Oui. C'est comme si c'est un pays qui est destiné à distribuer des choses pour les autres pays. Tout à fait. On a toujours, je dirais, laissé entendre que notre enclavement était un handicap. Mais notre enclavement est un enclavement particulier. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Nous sommes au cœur du marché continental. Nous sommes au cœur des enjeux continentaux, qu'ils soient géosécuritaires, qu'ils soient géominiers et tout le reste. Aujourd'hui, le désenclavement de l'Afrique, l'intégration africaine, que ce soit sur le plan des axes de communication, que ce soit par rapport aux autres différents projets de chemin de fer et tout le reste, tout passera, le carrefour sera la République centrafricaine. Donc, nous représentons un enjeu majeur. Aujourd'hui, il est plus simple, et c'est les conditions que nous allons réunir, il sera plus simple de pouvoir produire en Centrafrique pour satisfaire le marché continental, de par notre position centrale. Ça coûtera moins cher, il y aura beaucoup d'avantages comparatifs. Donc, effectivement, la Centrafrique représente un enjeu majeur. Mais il y a autre chose en Centrafrique. C'est un pays qui est extrêmement riche. Les pharaons disaient à l'époque que c'était le lieu où Dieu avait caché son trésor. Et je crois qu'il y a quelques temps, j'ai compris pourquoi les pharaons, nos ancêtres à nous, Africains, les pharaons le disaient. Et
à juste titre d'ailleurs. Et donc je pense que ces ressources, ce trésor de Dieu, nous devons le mettre non pas au profit du peuple seulement centrafricain, mais au profit du peuple d'Afrique et pour le bonheur du peuple d'Afrique. Monsieur Bida, quelle estime portez-vous par rapport à Madame Catherine Samba Panza? D'autant plus c'est elle qui a dirigé les Centrafriques pendant la transition. Et lorsqu'il organise les élections, croyez-vous sincèrement que ces élections seront transparentes? Vous voyez, nous, à travers, nous, paysans de Centrafrique, à travers le mouvement Quitté, la révolution anti-Bomengo du bonheur que nous voulons, si nous mettons la femme au centre de tout, nous partons du principe que l'atout que nous aurons, l'atout de notre civilisation, ce serait de mettre justement, d'associer la femme, de la mettre au centre de la gestion de la chose politique, entre autres, et du développement économique. Et donc, cela m'embête un peu que je dirais que d'apprécier le profil de Mme Samba Panza qui est une maman. Heureusement, force nous est de reconnaître qu'elle n'a pas du tout été à la hauteur. Ça m'embête d'autant plus que pour nous, nous savons ce que représentent nos femmes. Et je peux dire qu'elle a, dans une certaine mesure, elle n'a pas honoré la femme centrafricaine et la femme africaine. Nous espérions beaucoup plus d'elle. Elle avait une lourde charge, je dirais une mission délicate à honorer, à remplir. Et nous avions beaucoup d'espoir sur elle, d'abord parce qu'elle était une femme. Malheureusement, les faits sont là, les faits sont têtus, l'insécurité est galopante, les djihadistes aujourd'hui contrôlent 70% du territoire. Elle s'est aussi laissée aller à certaines indélicatesses en termes de gestion. On parle d'un certain nombre de détournements, etc. etc. Pour d'autres, elle laisserait souvent entendre qu'elle préparait sa retraite. Je trouve ça triste et dommage. Et aujourd'hui, pour ce qui est de... Vous savez, aujourd'hui, l'élection en République centrafricaine est peut-être de nature à changer toute la donne. C'est-à-dire que le peuple puisse être en mesure de choisir librement la personne qui va être amenée à présider sa destinée. Que les différents candidats puissent être en mesure de présenter leur projet de société, quel qu'il soit, et que le peuple, à commencer par les paysans, puisse être libre de choisir et d'apprécier les projets de société des uns et des autres. Ce n'est pas la panacée, je suis d'accord avec vous, mais qu'on laisse les gens présenter leurs idées, développer les leurs, et qu'on laisse maintenant le peuple choisir. Le peuple n'est pas bête, il est mature. Et dans les conditions aujourd'hui, comment voulez-vous? Aujourd'hui, nous n'avons pas de constitution. La population n'a même pas été associée à la définition de cette constitution qui est calquée sur les constitutions européennes. Il faut qu'on soit sérieux, il faut que tout ça change. On ne peut pas toujours imiter, je dirais, les autres. Innovons, adaptons justement, je dirais, nos constitutions à nos réalités, mais en tenant compte des aspirations du peuple, de ce que le peuple veut et de son bonheur. Aujourd'hui, cette constitution qu'on veut nous imposer, qu'on veut faire, je dirais, retenir rapidement le 13 décembre, dans la foulée, quelques jours après, on veut organiser des élections présidentielles. C'est aller à l'encontre de tous les principes fondamentaux du droit constitutionnel. Il faut qu'on soit sérieux. D'abord, avant de pouvoir organiser ce genre de référendum, il faut sensibiliser la population sur justement les tenants et les aboutissants de cette constitution. On va voter une constitution qu'on ne connaît pas. Et rien n'a été fait en termes de communication pour amener les gens à savoir effectivement quel est le contenu, quels sont les tenants et les aboutissants de cette constitution. Il n'y a pas de sens dans tout ça. En gros, on demande aux gens d'aller voter pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et dans la foulée, on demande en moins d'un mois, en un mois et demi, aux gens d'organiser des élections. Il faut qu'on soit sérieux. On sort d'une situation difficile. La cause de la crise, selon certains, ils laissaient entendre que c'était dû au fait qu'il n'y avait pas assez de transparence, le processus démocratique n'était pas réellement inclusif. Et aujourd'hui, on fait tout pour exclure certains et on veut surtout imposer un candidat. Et qu'on se le dise, la classe politique n'a pas été associée à cette démarche. Mais vous avez eu les dialogues, monsieur le président? On a eu un dialogue, mais qui s'est très mal passé. Vous étiez parmi? Non, on nous a exclus. On nous a exclus parce qu'on estimait que nos propos allaient de nature à affecter certains partenaires, à commencer par la France, parce que nous allions dénoncer un certain nombre de choses. Les gens n'étaient pas libres de s'exprimer. Les gens n'avaient que 3 minutes chacun pour pouvoir s'exprimer. Il faut qu'on soit sérieux.
alors que le dialogue était la solution pour que nous puissions entre nous échanger et pour pouvoir mieux nous pardonner et nous réconcilier. Rien n'a été fait. On est sorti de ce dialogue frustré. Au-delà du dialogue, maintenant, il y avait un processus qui avait été mis en place dans le cadre de ce dialogue pour pouvoir organiser des élections. Rien n'a été fait, rien n'a été respecté. Une des principales conditions qui avait été énoncée dans le cadre du dialogue, c'était de pouvoir d'abord sécuriser le territoire, sécuriser le processus électoral. Aujourd'hui, les rebelles contrôlent 70% du territoire, même au niveau de la capitale. Madame la Présidente et le gouvernement n'arrivent même pas à sécuriser au-delà de 3 km de rayon autour de la présidence. Soyons sérieux. Les autres forces en présence restent avec leurs armes, continuent de tuer, piller, violer. Il y a quelque temps de cela, les djihadistes ont massacré des populations dans la capitale, à peine 2 km de la présidence. Il faut qu'on soit sérieux. Les conditions sécuritaires ne sont pas réglées. Les Nations Unies, on le sait, comme à l'instar du Congo ou dans d'autres pays, ne sont pas à même de pouvoir sécuriser ce processus. Des solutions avaient été proposées pour pouvoir sécuriser ce processus, une solution africaine. Donc aujourd'hui, la situation, et je dirais, les conditions ne sont pas réunies pour organiser ces élections. Cela vous inquiète? Je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que nous savons en général dans ce genre de situation, et on se base sur l'expérience africaine, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo en 2006, que ce soit sous d'autres cieux. Quand on organise des élections sans pour autant désarmer les différentes parties prenantes et les mouvements rebelles, ça finit toujours par une guerre entre justement les mêmes protagonistes qui sont détenteurs de ces armes, qui forcément l'un ou l'autre n'appréciera pas les résultats et utilisera ces armes pour encore déstabiliser. Voilà où nous allons si nous ne désarmons pas. C'était la mission des Nations Unies. Ceux qui n'ont pas fait, comme au Congo d'ailleurs, ils n'ont pas rempli leur mission. On se rend compte que ces derniers préfèrent violer nos petites filles. Les forces françaises ont violé nos petits garçons allant de 6 à 12 ans. Voilà les activités auxquelles ils se livrent sur le terrain, à piller nos mines de diamants. Aujourd'hui, la plupart de nos mines de diamants sont occupées par les forces françaises. Voilà la réalité. Une insécurité et une instabilité qui est entretenue même par les missions de pacification, à savoir les missions des Nations Unies et les forces françaises. C'est une problématique qu'il nous faut régler et je pense que dans ces conditions d'organiser des élections ne ferait qu'amplifier le problème. Ceci étant, nous participons, nous jouons le jeu démocratique, mais nous restons vigilants et nous allons profiter de cette participation pour veiller à ce que les choses se fassent au mieux et pour trouver, je dirais, la meilleure solution pour que les élections soient organisées dans les bonnes conditions et que le peuple puisse choisir librement la personne qui présidera à cette destinée et qui pourra être en mesure de pouvoir, je dirais, honorer cette aspiration. Mais Sebida, certes, vous êtes un candidat potentiel que le peuple centrafricain réclame. D'autant plus votre vision avec les paysans, votre révolution, voilà. Cela vous suffit? Ou bien c'est le fait que vous soyez riche, vu que vous étiez dans les différentes activités économiques, industrielles, ou vous comptez sur les carnets d'adresse de votre père ou de votre soeur, ou bien sur vos différents contacts partout dans le monde? Oui, pour tout vous dire, pour ma part, la question me fait, mais de manière simple, je dois tout à Dieu. Mon principal soutien, c'est Dieu. J'ai pu réaliser et gagner mon pain à la sueur de mon front grâce à Dieu. J'ai pu réaliser un certain nombre de choses, par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu et le peuple centrafricain qui me permettront d'apporter ma modeste contribution pour pouvoir changer la condition du peuple, initier cette révolution Tibournoko que nous allons initier avec tous nos frères paysans, nos frères africains, puisque nous inscrivons dans une démarche panafricaine. Mais pour tout vous dire, mon secret et mon véritable soutien que j'implore tous les jours, c'est Dieu. C'est Dieu. Sûr, c'est. Ok. Quels sont les grands thèmes de votre campagne? Alors,
De manière simple et synthétique, il est question pour nous nous battons pour le bonheur, je répète encore, le bonheur du peuple centrafricain. Le bonheur du peuple africain dans son ensemble. C'est ce qui en fait caractérise la dimension panafricaine de notre combat. Et en prônant un certain nombre de grands principes et de valeurs. Mais de manière concrète, comment cela se manifeste, nous estimons qu'il va falloir réunir les conditions pour que les uns et les autres puissent s'épanouir et pour être heureux. Ces conditions sont d'abord la sécurité pour tous. Nous allons aujourd'hui, il y a un problème de sécurité qui se pose en Afrique et plus particulièrement en Centrafrique. Nous allons prendre des dispositions sécuritaires pour, je dirais, voire même créer une armée. Et à terme, créer une armée africaine qui fera même peur au diable. Et partant de là, nos enfants pourront aller à l'école librement et en sécurité grâce à un système éducatif qui sera gratuit, de la maternelle jusqu'à l'université, gratuit et accessible à tout le monde. Nous allons mettre en place un système de santé gratuit, de qualité et accessible à tout le monde. Nous allons offrir de l'eau potable dans un pays où Dieu nous a donné des nappes phréatiques à profusion je dirais, sous toute l'étendue du territoire centrafricain. Nous avons des nappes phréatiques avec un potentiel hydrique, mais des plus importants qui soient. Nous avons de l'eau qui est là, qui ne demande qu'à être, je dirais, utilisée, de l'eau potable, et qui nous permettra d'offrir cette eau potable gratuitement au peuple et aux paysans. Nous comptons aussi offrir l'électricité gratuite, une électricité 100% renouvelable. J'ai eu une petite expérience dans l'énergie solaire et dans les énergies renouvelables, donc je sais un peu de quoi je parle à ce propos. À savoir que nous allons mettre en place des centrales solaires qui permettront de pourvoir les besoins en énergie de la population d'abord et de l'industrie. Mais pour ce qui est de l'industrie, cette énergie sera offerte à très faible coût, mais elle ne sera pas gratuite. C'est pour la population que l'énergie sera gratuite et ce sera une énergie accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Ce sera une énergie qui sera solaire, ce sera du biogaz qu'on tirera des déchets humains et animaux, donc de la biomasse. Ce sera d'autres solutions énergétiques alternatives. Comme je disais, c'est un sujet que je connais assez bien pour avoir été un acteur majeur dans mon pays. Et l'avantage de ces solutions alternatives, l'implantation d'un champ solaire coûte, je dirais, 6 fois moins cher qu'un barrage hydroélectrique et est implanté en 100 fois moins de temps qu'un barrage hydroélectrique. C'est pour vous dire, et c'est en termes de coût, donc il y a énormément d'avantages comparatifs. De manière concrète, pour pouvoir satisfaire les besoins à hauteur de 15 MW, 15 MW de panneaux solaires peuvent être implantés dans 1 mois et demi pour une valeur de 10 millions de dollars. Le même type de projet sur le plan hydroélectrique coûterait quasiment 10 fois plus cher et prendrait, au lieu de 1 mois et demi, prendrait quasiment 3 ans, 4 ans à 5 ans. Ça, c'est si vraiment les choses se font très vite. Sinon, en général, c'est des projets qui prennent 10 ans pour être réalisés. C'est pour vous dire les avantages qu'offre ce type de solution alternative. Il est vrai qu'il se pose un problème d'accumulation de cette énergie, mais il y a des solutions qui sont trouvées, des batteries, donc il y a des solutions qui ne coûtent pas cher qui sont trouvées pour pouvoir permettre d'accumuler cette énergie la journée pour pouvoir offrir aux consommateurs la nuit. L'avantage aussi de cela, vous savez, ça peut paraître comme ça, comme étant un peu, je dirais, généreux comme approche, ou je dirais pour certains qui nous taxent. Non, vous savez, il faut concevoir cela comme un investissement sur l'homme, sur l'Africain, sur nos paysans, sur nos enfants, au lieu pour ne pas pouvoir être en mesure de réviser leurs cours, puisqu'à partir de 18 h, il fait nuit, ils ne sont pas en mesure de réviser leurs cours parce qu'il n'y a pas de lumière, ces derniers pourront réviser leurs cours. Et je dirais demain être dans des dispositions beaucoup plus conséquentes pour pouvoir demain bâtir cette grande Afrique. Il y a beaucoup d'avantages, cette lumière, cette électricité pourra nous permettre de mieux sécuriser nos villes et nos villages. Cette lumière pourra permettre à nos femmes de pouvoir vendre leurs produits la nuit. Et donc, il y a un certain nombre d'avantages comparatifs qu'offrent, je dirais, toutes ces solutions que nous apportons aux populations.
Et il y aura un retour pour ceux qui veulent absolument apprécier les choses sous l'angle économique en termes de... Il y aura un retour économique conséquent. Les gens seront plus heureux pour pouvoir produire beaucoup plus et pour pouvoir mieux développer la Centrafrique et l'Afrique surtout. Au-delà de ça, il est question pour nous aussi, bien sûr, d'offrir du travail à tous grâce à cette révolution économique que nous allons mettre en place. Mais cette révolution économique sera déterminée par cette révolution. On nous dit souvent, vous savez, quand on étudie le développement de toutes ces sociétés qui se sont modernisées, analysez bien, vous vous rendrez compte que tout est parti d'une révolution bancaire. C'est-à-dire qu'un système qui finançait le projet des gens. Vous savez, vous pouvez avoir les plus beaux projets du monde. Si vous n'avez pas les financements, vous ne ferez rien. Et difficile, c'est pas tout le monde qui peut avoir des parents nantis ou des amis nantis et tout le reste pour pouvoir avoir ces financements. Et donc, c'est quand le système bancaire a pu financer les projets des uns et des autres, c'est à partir de là que cela peut donner une réelle impulsion économique. C'est à partir de là que les différentes sociétés ont pu s'inscrire dans une, je dirais, une dynamique moderne de développement économique. Et donc, partant de ce principe-là, et c'est ce que l'Afrique a du mal à comprendre et c'est ce que nous devons comprendre. Regardez la Chine, même la Chine, c'est une révolution financière et bancaire qui entretient le dynamisme chinois aujourd'hui. L'Amérique, c'est le secret de l'Amérique. Quand il y a eu la ruée vers l'or au 19e siècle, mais cette ruée vers l'or était financée par des banquiers irlandais. Tout part de là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience de cela. Et c'est en cela que nous comptons initier cette révolution bancaire. Et c'est en cela que nous disons que nous allons offrir des crédits à tous, pour que les uns et les autres puissent réaliser leurs rêves et leurs projets. Et ces crédits seront garantis par l'État, bien sûr. Monsieur le Président, vous ne croyez pas que c'est une démagogie des politiciens qui disent que bon, ce sont de beaux parlers, ils nous donnent des promesses, mais tout de suite au pouvoir, vous êtes sûr que tout ce que vous dites là sera réalisé? Vous savez, il est vrai, il y a des démagogues qui racontent leur vie, qui vendent des rêves et des illusions pour le pouvoir et pour se remplir la panse et puis détourner, se réaliser socialement. Comme vous le savez, de par mon parcours, je n'ai pas besoin de ça pour être socialement. Je me suis battu et préparé depuis des années. Vous pouvez voir, depuis ma tendre jeunesse, je me bats pour cet idéal panafricain, pour l'unité de l'Afrique, pour l'édification de cette grande Afrique et cette puissante Afrique, de cette prospère Afrique. J'étais de ces jeunes qui rêvaient un jour de pouvoir changer les choses et aujourd'hui, nous sommes là, à travers le temps m'a permis, et Dieu surtout, de pouvoir être, je dirais, en position de pouvoir changer les choses. Et donc, j'appartiens à une espèce, je dirais, en voie de disparition. Je suis de ces rêveurs, effectivement, je vous l'accorde, je suis de ces rêveurs, mais de ces rêveurs qui réalisent leurs rêves. Effectivement, c'est un rêve pour nous aujourd'hui. Mais je pense qu'au regard de mon background et de mon parcours, vous pourrez vous rendre compte que j'ai réalisé beaucoup de mes rêves et je suis de ceux qui, effectivement, rêvent beaucoup, mais qui réalisent leurs rêves. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, ce rêve que nous portons, qui n'est pas le mien forcément, mais qui est le rêve de cette nouvelle Afrique, de ces paysans de Centrafrique, qui veulent avoir cette école gratuite, qui veulent avoir ce système de santé gratuit, qui veulent avoir l'eau, l'électricité, qui veulent avoir accès au crédit, qui veulent qu'on puisse faire de notre pays, je dirais, une puissance économique à terme, qui aimerait que notre pays devienne le grenier de l'Afrique, vu le potentiel que nous avons en termes de terres arables et fertiles, 15 millions d'hectares de terres arables et fertiles. Ce rêve de pouvoir initier une révolution industrielle et de pouvoir transformer nos matières premières en produits semi-finis et finis pour satisfaire les besoins de l'Afrique, comme disait Thomas Sankara, afin de pouvoir produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Réaliser ce rêve de pouvoir développer des activités dans le domaine des services, transport, commerce, distribution, banque, assurance, c'est notre rêve. Et nous allons travailler dur, avec la grâce de Dieu, pour pouvoir réaliser ce rêve. Voilà notre secret. Monsieur le Président, toute personne qui arrive avec cette vision, en tout cas, n'est pas le bienvenu chez les Occidentaux. Vous n'avez pas peur? Non. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons
plus rien à perdre. Je pense que nous avons tellement souffert. Et c'est comme je vous dis, en Centrafrique, cela fait 120 ans que nous souffrons depuis l'avènement de la colonisation. Et il en est assez. Et les choses doivent changer. Nous avons compris que le monde change. Il y a même une parole biblique qui les entend, qu'il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour notre souffrance, mais il est temps pour nous d'être heureux. Et il y a eu un temps pour l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, il est temps pour nous d'être libres. Et je pense que de l'autre côté, pour peu que nos amis occidentaux soient un temps soit peu clairvoyants, vous savez, si les choses ne changent pas en Afrique, nos frères paysans traverseront la Méditerranée. Oui. Pour faire on ne sait quoi. En tout cas pour chercher à manger et pour chercher le bon qui ne réclame qu'en Afrique. Je pense que nous avons tous intérêt à ce que les Africains soient heureux chez eux. Vous savez, quand ces derniers traversent la Méditerranée et qu'ils arrivent ici, je crois que ça affecte tout autant l'Europe que l'Afrique. Oui. Et donc nous avons tous intérêt à ce que l'Afrique et les Africains soient heureux chez eux. Et bien sûr, l'Europe a tout intérêt à ce que des leaders comme nous puissions rendre heureux nos peuples et nos frères et sœurs paysans et frères et sœurs d'Afrique. Vous avez bien parlé, mais il y a un sujet que vous n'avez pas abordé. La place de la diaspora centrafricaine dans votre cahier des charges. Comme je vous disais, je n'aime pas trop centrer les choses ou articuler les choses autour uniquement de la Centrafrique. Nous avons cette vocation naturelle en Centrafrique. Pourquoi? Parce que nous sommes au cœur de l'Afrique. Il y a eu plusieurs, nous avions une position carrefour, une position carrefour, c'est pas là pour migrer d'est en ouest, du nord au sud. Et donc nous avons cette vocation naturelle à être des panafricains. Nous sommes un brassage de l'Afrique, le peuple centrafricain. Et à ce titre-là, et cela s'est manifesté à travers les différents combats menés par les différents grands leaders de l'histoire de la République centrafricaine, que ce soit Karinou, qui a initié la guerre du Congo, qui est une des plus grandes guerres de résistance de l'histoire coloniale africaine, qui se battait non pas pour le peuple de Centrafrique, mais pour le peuple noir d'Afrique. Ça fut la même chose par la suite. Le relais a été pris par Barthélemy Boganda, qui était un panafricain de renom, et qui se battait non pas seulement pour la Centrafrique et pour l'Afrique. Et nous, en tant que dignes héritiers de ces valeureux panafricains, à commencer déjà par le premier des panafricains, c'est l'Égyptien Narmer qui a uni la haute et la basse Égypte, en nous inspirant de ces grands leaders panafricains et étant aussi leurs dignes fils et héritiers, nous nous battons pour l'Afrique, pour cette diaspora africaine, surtout dans un pays où nous ne sommes que 4,5 millions d'habitants, avec sur un espace de 623 000 km², c'est pour vous dire qu'il y a de l'espace encore pour que nos frères d'Afrique puissent venir, et tous ces génies africains puissent venir en Afrique, qu'ils soient de la diaspora ou du continent, puissent venir bâtir cette grande Afrique au cœur de l'Afrique. En cela, nous invitons, et je voudrais faire aussi en même temps un petit clin d'œil à Marcus Garvey, qui est de ceux qui nous ont inspirés à travers sa démarche du Go Back to Africa. J'incite nos frères et sœurs à revenir et à penser à l'Afrique. Vous savez, le retour en Afrique, le rôle que peut jouer la diaspora n'est pas forcément un retour physique, mais c'est de dire aussi à nos frères qui sont à l'extérieur, il n'est pas aussi, tout ne se limite pas qu'à envoyer des Western Union. Mais je pense que les Western Union sont très importants, il est vrai, mais je pense que nous avons tous un rôle à jouer en étant à l'extérieur, et un rôle des plus importants qui soit, s'inspirer des expériences et de ce qu'on a pu voir ailleurs et faire profiter de tout cela en Afrique. Par différents moyens, on n'a pas besoin de retourner physiquement, on peut, je dirais, faire profiter de tout cela, il y a différents moyens de communication et d'échanges. Je pense que c'est le rôle de la diaspora et nous invitons la diaspora à participer à cette révolution type Bamengo, cette révolution du bonheur pour l'Afrique. C'est pour elle, elle a toute sa place et je pense qu'il y a énormément de ressources dans ce pays comme dans d'autres pays et qui devront être mises en valeur par nos frères qui viennent de l'extérieur, forts d'une certaine expérience, associés à leurs frères sur place de l'intérieur. Voilà un peu l'approche et la vision qui se veut fondamentalement par l'africaine et qui invite toute la diaspora d'Afrique en Centrafrique. C'est très bien parlé. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes presque arrivés à la fin, mais je me suis retenu
de dire quelque chose, mais je suis curieux de savoir. Je vous ai trouvé trop simple. Vous êtes en chemise, tandis que je sais, assez que je sache, les Africains qui sont dans le monde des industries, qui sont dans l'investissement économique, sont toujours en veste, en costume, en cravate, bien sapés, comme dirais-je, PCBG. Mais vous êtes aujourd'hui aussi, je suis curieux de vous voir en chemise, qui porte d'ailleurs le nom de votre parti. Je ne sais pas sur quelle base est venue cette simplicité. Bon, je pense que c'est... bon, je me veux simple et humble. C'est déjà un état d'esprit, c'est une nature. Et qu'on soit sérieux, dans un pays où nous venons d'Afrique, nous sommes africains, avec une température ambiante en général en moyenne de 30 à 35 degrés à Londres, franchement, moi, je ne supporte pas les costumes. Je suis, je dirais, confortable dans une chemise qui est beaucoup plus adaptée à mon environnement et au climat ambiant qui prévaut sur le continent dans lequel effectivement je m'épanouis. Et donc je suis très bien dans cet accoutrement et j'arbore fièrement en plus cet uniforme de mon parti et des paysans de Centrafrique, du mouvement Quitté. Et je pense que c'est un accoutrement qui vaut, à mon sens, le plus beau des costumes. En tout cas, pour ma part, je suis fier et à l'aise dans cet accoutrement. Cela n'est pas pour avoir un peu de vigilance, également pour voir, vous remettrez dans votre costume. Non, j'ai toujours été confortable et à l'aise dans ce genre d'accoutrement. Il fait chaud chez nous. Je peux comprendre qu'en Europe, quand il fait froid, qu'on puisse s'affubler de costumes. Mais bon, comme je disais, comme me disait un ami, et puis je pense que bon, il faut aussi, nous sommes ambassadeurs de cette tenue a été dessinée par un designer africain, un jeune designer africain, et donc nous devons aussi promouvoir ces produits africains et promouvoir justement nos tenues vestimentaires traditionnelles comme d'autres le font. Quelqu'un me faisait remarquer à juste titre, mais quand on voit souvent un occidental en boubou, ça fait un peu sourire. Bon, j'ai pas envie aussi de trop faire sourire certains quand on m'affublant de costume, et puis c'est une question de confort. Monsieur le Président, juste avant de terminer, je voudrais juste préciser aussi, oui. Vous savez, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit aussi. Par son habit aussi, exactement. Oui. Donc on reconnaît le paysan que j'ai par son habit. Espérons que ça va demeurer comme ça, quand bien vous demeurez comme ça, et moi j'ai foi. Je crois aussi que vous serez président. Monsieur le Président, aujourd'hui au pouvoir, êtes-vous sûr déterminé avec les conflits, des guerres, des rébellions par-là en Afrique, en Centrafrique, et puis vous serez capable, vous serez arrivé à éduquer la population sur la gestion de la chose publique? Oui, c'est un peu, je dirais, tout l'enjeu de notre révolution aujourd'hui. Nous allons mener une guerre, parce que c'est international depuis, nous n'aide pas réellement à régler nos problèmes sécuritaires. Que ce soit au Congo comme en Centrafrique, même quand ils ont pour mission de désarmer les forces en présence, qu'est-ce qu'ils nous racontent dans les cadres des processus des DDR? Ils veulent négocier avec les forces en présence, les intégrer. Non, soyons sérieux. Est-ce qu'ici ou ailleurs, ils intègrent les djihadistes qui mettent des bombes dans leur métro et le reste? Non. Il est question pour nous d'éradiquer ce problème et de liquider cette menace et d'aller en guerre contre les djihadistes et de, je dirais, faire disparaître ces fléaux par la force. Nelson Mandela disait ceci, c'est l'ennemi qui détermine les armes qu'on doit utiliser pour le combat. Si ces derniers sont prêts à dialoguer, à discuter, il n'y a pas de problème. Pour peu qu'ils utilisent des armes, nous utilisons les mêmes moyens pour les réduire à néant et pour préserver la paix et la sécurité de nos populations. C'est ça l'enjeu et c'est ça qui m'importe. Et je serai prêt à tout pour liquider cette menace et pour que l'Afrique soit en paix et en sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des propos qui est apprécié par la population. Nous allons malheureusement
Certains de nos frères jouent malheureusement ce jeu, sont des vecteurs d'instabilité. S'ils ne veulent pas entendre raison, je suis aujourd'hui de ce nouveau type de leadership qui ne bâtira pas avec la sécurité et qui liquidera tout simplement cette menace et ce problème et ce fléau pour l'Afrique. Merci, Monsieur le Président. Désolé de vous choquer. C'est ça. C'est bien d'ailleurs. L'Afrique a besoin de rigueur. En fait, comme je peux me permettre, si je peux me dire, l'Afrique a besoin d'une autre façon de la dictature, en fait. Parce qu'il faut un peu de fouet pour l'Africain. Je m'excuse, mais c'est ça la vérité. Pour terminer, en somme, quel message pourriez-vous lancer à la population? Je voudrais lancer un message, non pas seulement à la population centrafricaine, mais à la population africaine. Je voudrais que nous puissions prendre conscience du fait que nous avons c'est notre droit d'être heureux chez nous, en Afrique. Nous avons le droit de profiter de nos ressources pour le bonheur de notre propre bonheur, le bonheur de nos enfants et le bonheur de l'Afrique. En cela, nous devons nous organiser, de nous battre, de travailler dur avec la grâce de Dieu, sur la base de principes et de nos valeurs africaines, afin que nous puissions être heureux, c'est-à-dire respecter, mais aussi sur le plan matériel, jouir déjà être en sécurité. Et ensuite pouvoir offrir une éducation de qualité et que cette éducation soit accessible à tout le monde, que l'on puisse aussi se soigner dans de bonnes conditions, que toutes ces conditions-là puissent être réunies pour qu'on puisse travailler dur, se réaliser. Et donc, partant de ce principe-là, avec la grâce de Dieu, je pense pour espérer. Nous avons une population qui est jeune et nous devons croire à cet idéal. La démocratie n'est pas une fin en soi, mais le bonheur. Nous avons le droit d'être heureux et ce bonheur nous est accessible. Nous devons juste nous battre et travailler dur pour pouvoir jouir de ce bonheur. Avec cette bonheur que nous terminons cette émission, l'honneur était pour moi de recevoir M. Bida sur mon plateau. Vraiment, il a la connaissance, il a la maîtrise dans ces domaines. Il nous a démontré qu'il est politicien, donc il est capable aujourd'hui d'assumer les hautes fonctions dans son pays, la République centrafricaine. Merci M. Biba pour votre réponse, d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je vous dis merci de votre attention, au revoir et à la prochaine édition. Merci. Merci, c'est un plaisir. Plaisir pour moi. C'est un plaisir, l'honneur était pour moi.